Saint-Germain-des-Prés est le lieu mythique de l'existentialisme qu'il a initié. Donc je vais vous présenter brièvement Annie Cohen-Solal, qui est chercheur, auteur et biographe de Sartre. Elle dirige le département de recherche sur Sartre au CNRS à Paris, est professeure universitaire, non seulement en France, mais aussi aux États-Unis. Elle a aussi enseigné à Jérusalem et à Berlin. Nous avons pensé de devoir redorer un peu le blason de Sartre. Et j'ai intitulé la séance Sartre entre pensée et action. Et comme sous-titre, une vie avant-gardiste, c'est tout un programme. J'adore ça, moi, ce groupe extrêmement divers, qui vient écouter quelque chose sur un écrivain qui est, comme vous l'avez très très bien dit, Britt, peu aimé en France. Alors, je vais commencer par là, par le décalage entre la représentation de l'œuvre sartrienne en France et à l'étranger. Moi, ça fait plusieurs années que je vis à l'étranger, et c'est vrai que la représentation que Sartre a à l'étranger n'a rien à voir avec celle qu'il a en France. Ce travail n'aurait vu le jour quand j'étais jeune étudiante si ce n'avait été un éditeur américain qui était venu au moment de la mort de Sartre faire le tour des éditeurs français en disant il faut un livre sur Sartre. Tout le monde lui disait non, Sartre c'est pas le moment, Sartre c'est pas important, Sartre c'est pas utile. Et aucun éditeur français n'a voulu co-commander ce livre à André Chiffré. Donc, deuxième moment, au moment après sa mort, de très nombreux articles dans la presse qui le traitaient de l'image dont tu parles, de mauvais maître. Sartre est toujours trompé, les erreurs de Sartre, Sartre contre Aron, Aron est meilleur que Sartre. Et toute cette thématique-là qui revenait sans cesse, je crois que j'ai rarement vu le centenaire d'un écrivain ou d'un peintre ou d'un grand ou d'un créateur aussi étonnante que celui de Sartre. Le Nouvel Observateur, en France en 2005, le Nouvel Observateur qu'il a contribué à créer avait titré « Faut-il brûler Sartre ?» Vous vous souvenez de ça? C'était quand même un choc. Et donc des polémiques incessantes, et c'est donc très très bien que ça se passe ici au Flore, sur Sartre pendant l'occupation. Alors vraiment, oui, pendant l'occupation, alors il a fait jouer les mouches, alors il était collabo, alors bon, c'est très très complexe, mais il n'y a pas de trace de collaborationnisme dans l'attitude de Sartre pendant l'occupation. On peut en parler en détail si vous souhaitez plus tard. Ça, c'est l'image de Sartre en France. Une espèce d'image louche, bizarre. Pendant ce temps-là, à l'étranger, où j'habite, on a une image totalement différente. Sartre est un outil pour déchiffrer le présent. Comme disait tout à l'heure Britt, un auteur pour le XXIe siècle, mais c'est un outil. Par exemple, un des personnages qui m'a parlé de Sartre de manière très chaleureuse, Alain, tu le connais, c'est Gilberto Gil, ministre de la Culture du Brésil, qui dit Sartre est un des penseurs du tropicalisme. C'est lui qui m'a aidé à déchiffrer le présent. C'est un des derniers penseurs modernistes et un des premiers penseurs du postmodernisme. Cohn-Bendit à Munich, les penseurs africains et surtout aux États-Unis, les grands intellectuels que sont les African American professeurs, les professeurs donc noirs, qui ont une dette vis-à-vis de ça par rapport à ce que Sartre a dit sur la pensée de la décolonisation. Sartre, en tout cas, il a tâtonné, il a cherché, il a admis ses louvoiements, mais c'est quelqu'un qui a, à mon avis, mis le doigt sur les problèmes essentiels du XXe et du XXIe siècle. Pour moi, Sartre a été un précurseur. La description de la situation tragique des Noirs américains était conduite avec optimisme, comme si ce pays, fier à juste titre de ses valeurs démocratiques, se montrerait bientôt capable de produire un changement radical. Plus tard, Sartre alla jusqu'à envisager le jour où la jeune population de l'Amérique, formée par de vaillants professeurs, serait assez âgée pour prendre en charge ses propres responsabilités. Comme prédisant l'élection du président Obama, il affirmait « Il y a tout lieu d'espérer qu'un profond changement naîtra alors tout à la fois aux États-Unis et dans le monde en général. » Il analyse le roman américain et le roman français à cette époque-là. Voici qu'une nouvelle littérature nous présentait ces personnages de façon synthétique. Elle leur faisait accomplir sous nos yeux des actes complets en eux-mêmes, impossibles à analyser, des actes qu'il fallait saisir complètement avec toute la puissance obscure de nos âmes. Plus loin, Hemingway n'entre jamais dans ces personnages. Il les décrit toujours de l'extérieur. Il n'est que le témoin de leur conduite.
C'est à partir de leur conduite qu'il nous faut, comme dans la vie, reconstituer leur pensée. Il n'admet pas que l'écrivain ait le pouvoir de soulever le sommet de leur crâne, etc., etc. En d'autres termes, l'influence des romans américains a produit chez nous une révolution technique. Ils ont mis entre nos mains de nouveaux instruments, des instruments souples, qui nous permettent d'aborder des sujets que nous n'avions jusqu'ici aucun moyen de traiter: l'inconscient, les événements sociologiques, la véritable relation entre l'individu et la société, présente ou passée. Donc il a en permanence regardé de l'autre côté des frontières, dans d'autres cultures, importer des modèles dans la culture française, de pensée, d'image, de genre. Et c'est d'ailleurs très souvent ce que la droite lui a reproché en disant Sartre abâtardit la littérature française en faisant venir la musique des Noirs dans le roman français. Bon, ça c'est la critique classique de l'extrême droite française. Donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ces bouches noires, qu'elles allaient entonner vos louanges? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes debout qui nous regardent. Et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vus. Car le blanc a joui 3000 ans du privilège de voir sans qu'on le voie. Il était regard pur, la lumière de ses yeux tirait toute chose de l'ombre natale. La blancheur de sa peau, c'était un regard encore, de la lumière condensée. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent, et notre regard rentre dans nos yeux. Des torches noires, à leur tour, éclairent le monde, et nos têtes blanches ne sont plus que de petits lampions balancés par le vent. Jadis, Européens de droit divin, nous sentions depuis quelque temps notre dignité s'effriter sous les regards américains ou soviétiques. Au moins, espérions-nous retrouver un peu de notre grandeur dans les yeux domestiques des Africains. Mais il n'y a plus d'yeux domestiques. Il y a les regards sauvages et libres qui jugent notre terre. Il existe au milieu des hommes une espèce supérieure à l'homme, alors c'est elle qui est l'espèce humaine, et ceux qui n'en font pas partie sont des chiens. Voilà. Certains ministres ont demandé que Sartre soit mis en prison. De Gaulle a dit on n'emprisonne pas Voltaire. Sartre, je ne peux pas le mettre en prison. Donc il a accepté que le poids symbolique de Sartre était trop fort sur le plan international. Et pour moi, Sartre, c'est un des premiers penseurs de la globalisation. C'est un des penseurs de l'interdépendance culturelle. C'est un des penseurs de l'ère postcoloniale. Et à ce titre-là, il a eu beaucoup se tromper. Je crois qu'il est absolument indispensable. Alors, c'était quelqu'un qui était authentiquement populaire. C'est-à-dire que les gens qui parlaient de Sartre, c'était pas seulement les étudiants, c'était pas seulement les intellectuels, c'était des tas de gens qui n'avaient pas de rapport direct des professionnels avec la réflexion et la recherche, mais c'était dans leur vie. Moi, j'ai connu Sartre au moment de la cause du peuple. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette action. Et c'est agréable d'entendre parler de nouveau de Sartre comme ce soir, parce qu'en fait, dans la société où nous sommes aujourd'hui, est-ce que nous ne serions pas plutôt dans une société qui correspond aux idées défendues par Aron plutôt que celles défendues par Sartre? Aron est comme les professeurs d'université de mon temps, c'est quelqu'un qui a fait une thèse un jour et qui la récite en permanence devant des étudiants passifs. Il dit, pour moi, la seule façon d'apprendre, c'est de contester. Vous avez raison, ces textes, à mon avis, sont très très porteurs aujourd'hui. Comme les textes que j'ai voulu qu'on lise, pour que la voix de Sartre soit auprès de nous aujourd'hui. Mais Bride, vraiment, je ne sais comment vous remercier d'avoir eu cette idée, parce que moi j'habite New York, on n'en fait pas ce genre de choses aux États-Unis. Ce que j'aime en ma folie, c'est qu'elle m'a protégée du premier jour contre les séductions de l'élite. Jamais je ne me suis cru l'heureux propriétaire d'un talent. Ma seule affaire était de me sauver, rien dans les mains, rien dans les poches, par le travail et la foi. Du coup, ma pure option ne m'élevait au-dessus de personne, sans équipement, sans outillage. Je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui.